syndical. Alors, j'étais ancien conseiller syndical à la commission finances et Madame Dulac, qui est à côté, est actuellement au conseil syndical. Moi, je n'y suis plus pour l'instant. Peut-être plus tard. Rappelez peut-être la taille de la copropriété, le nombre de lots. Je te laisse. Alors, on est 543 lots. Donc, on est une grosse copropriété et nous sommes un conseil syndical à peu près de 12 personnes. Aïe, aïe, aïe. Oui. Alors, nous sommes aux antipodes parce que moi, c'est une copropriété de 4. Oh. Et je suis seul conseiller syndical et le syndic bénévole est sortant. Voilà. Donc, wow. Rassurez-vous, les problèmes sont les mêmes, quelle que soit la taille. Ah oui, on a des problèmes. On a effectivement des problèmes. Il y a Dominique. Ah ben voilà. Voilà le président de notre conseil syndical qui est arrivé dans la réunion. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour Dominique. Attendez, je ne vous entends pas, moi j'ai un petit souci. Ah. Alors, c'est vrai que les grosses copropriétés ont quand même une particularité. Alors, je dis ça parce que je viens d'en traiter une pendant un peu plus d'1 an et demi qui faisait 545 lots, mais dont 360 appartements. Ah ouais. Alors, je peux vous dire que c'est extrêmement lourd à gérer. Alors, non pas parce qu'il y a beaucoup d'activités, parce que ce sont des postes, il y a quasiment les mêmes postes de dépenses, mais surtout parce que ça développe des phénomènes de clans, des phénomènes de radicalisation de certains copropriétaires, et c'est plus la partie gestion humaine qui est problématique que la partie technique elle-même. D'accord. C'est pour ça que je vous dis, quelle que soit la taille, on la gère techniquement de la même manière. Par contre, ça ne se gère pas, ni les assemblées générales, ni la gestion elle-même ne se fait de la même manière, parce que justement, ne serait-ce que par exemple, le nombre de fuites qu'on peut avoir dans une copro de 545 lots, il y a toujours au moins un appartement qui a un problème de fuite. Ouais. Bon, dans une copropriété de 4-5 lots ou d'une dizaine de lots, ça arrive une fois tous les 3 ans ou tous les 4 ans, voire tous les 10 ans dans certains. Donc, rien que ça en termes de volume. Et bon, on sait bien que les problèmes de fuite, c'est toujours urgent pour celui qui les subit. Sauf que derrière, il y a les assurances avec les délais. Et avec le Covid, les assurances, elles en ont profité pour multiplier par 2 les délais d'intervention et de réponse surtout. Là, par exemple, je viens de recevoir une convocation pour une fuite qui a été déclarée il y a 2 ans. D'accord. Une convocation d'experts. Donc, même les experts s'y mettent. Alors, entre le délai des assureurs plus le délai des experts, on est passé quasiment à 1 an entre le moment de la déclaration et le moment du passage de l'expert. Donc, quand on n'en a qu'une dans une copropriété, bon, ce n'est pas trop dramatique. Quand il y en a plusieurs qui traînent depuis 2 ans, je peux vous dire que ça commence à mettre en tension tout le monde. Ben oui. Donc, c'est plus la gestion, quand on est gros, c'est la gestion des assemblées, parce que là, effectivement, on ne peut pas se passer d'un vote pas avec boîtier. Hein, je ne sais pas comment vous faites chez vous, mais sans boîtier, ce n'est pas possible de voter et d'avoir des PV immédiatement après la réunion. D'accord. Et en plus, l'avantage des boîtiers, mais ça, on verra ça tout à l'heure, c'est que ce n'est pas vous qui faites le PV, donc vous vous concentrez sur les débats et sur la constatation des votes, puisque ça se fait automatiquement, et surtout, vous ne vous occupez pas du PV, puisque le PV est signé par l'homme qui a géré les boîtiers et qui valide les votes. Et comme il est extérieur, c'est ni le syndic ni le conseil syndical, c'est un indépendant total. D'accord. Mais quand vous dites on ne s'occupe pas du PV, quand il y a des PV, souvent il y a des textes qui sont écrits suite à la décision des copropriétaires. Alors normalement, oui, mais normalement, l'obligation, c'est que dans la convocation, vous devez avoir la question, enfin la résolution, oui. Et vous devez avoir le projet du texte qui sera dans le PV, oui. qui peut être modifié en assemblée, ça c'est sûr. D'accord. Et ça, vous demandez à la personne qui gère le PV et qui gère les boîtiers de changer le texte, vous pouvez le faire même en séance. Par contre, on ne peut pas changer tous les textes. Un texte peut être changé, mais on ne peut pas tout changer. Mais il faut toujours préparer, quand on est très, très gros, il faut toujours préparer en amont de la séance le texte qui sera dans le PV. Comme ça, vous êtes déjà d'accord au niveau au moins du conseil syndical sur le contenu. Et après, il peut y avoir des modifications, mais elles seront mineures pendant l'Assemblée. Et qu'est-ce qui se passe pour les votes par correspondance? C'est pas grave, ça. Alors, les votes par correspondance, c'est une particularité, c'est que vous pouvez les prendre pour un premier vote. C'est-à-dire que, imaginons que vous fassiez, c'est pour ça que je n'aime pas les assemblées mixtes, mais ça fera l'objet d'une revue et d'une autre formation. C'est que quand vous êtes en vote par correspondance, vous ne pouvez voter que pour un premier vote. Si vous n'atteignez pas une majorité, par exemple l'élection du syndic à l'article 25,
vous ne pourrez pas utiliser les votes par correspondance pour le second vote. Parce que normalement, on doit pouvoir demander à la personne si elle maintient ses votes du premier tour ou si elle veut les modifier. Et comme on ne peut pas le faire, on doit les perdre, on doit les abandonner au deuxième vote. Et donc, ne compte plus au deuxième vote que ceux qui sont soit en présentiel, soit en visio. Mais c'est obligatoire maintenant d'avoir systématiquement les votes par correspondance? Alors, ce n'est pas obligatoire, mais comme les syndics ont pris l'habitude et qu'ils ont trouvé ça très bien, ils continuent à le maintenir malgré tout. Alors, depuis le 15 septembre, on est revenu au régime normal. Alors, le régime normal, ça veut dire que si dans votre règlement, il n'est pas prévu le vote par correspondance, vous n'êtes pas censé le faire. Maintenant, si, pour faciliter la gestion, parce qu'il y a beaucoup d'absents, et que vous craignez que les pouvoirs soient envoyés directement au syndic, vous pouvez exiger du syndic qu'il ne fasse que des votes par correspondance, parce que là, il y a un écrit, on peut le prouver, et supprimer les pouvoirs qui sont donnés quasiment vierges au syndic. Et donc, ne prendre que des votes par correspondance et du vote présentiel. Alors, le présentiel, c'est physique ou visio pour moi, hein, parce que quand on est en vidéo, c'est du présentiel, puisqu'on vote en direct. Alors, donc, pour nous, là, quand on est assez éparpillé au niveau propriétaire, il y en a qui sont à la Martinique, il y en a qui sont en métropole, et qu'on n'est que 4, on a peut-être intérêt à vous avez intérêt à adopter. Alors déjà, peut-être modifier votre règlement pour dire, voilà, les votes à l'Assemblée se feront par correspondance et par visio ou présentiel. Comme ça, au moins, vous gardez les 2 votes. Et si vous ne l'avez pas fait dans le règlement, ce n'est pas très grave, parce que ça veut dire qu'à chaque… D'ailleurs, j'ai envoyé un modèle, on a fait un modèle justement de convocation. Ça veut dire qu'à chaque convocation, vous devrez poser comme première question de vote, acceptez-vous le vote par correspondance et le vote en visio. Comme ça, vous êtes tranquille. Ce n'est pas dans votre règlement, mais vous l'avez mis à l'ordre du jour. Alors, effectivement, l'inconnu, c'est est-ce qu'il y aura une majorité de gens à voter pour ce type de vote ou pas? Bon, moi, je n'ai jamais vu de majorité qui étaient contre. J'ai vu des gens qui étaient isolément contre ce type de vote, mais souvent sans forcément de bonnes raisons. Mais je n'ai jamais vu une question comme celle-là avec un résultat qui est négatif. Parce que s'il est négatif, ça veut dire que l'Assemblée n'a pas lieu. Puisqu'on ne peut pas prendre les votes en présentiel, donc on ne peut prendre que les votes par correspondance. Et du coup, en général, par correspondance, ça ne suffit pas à valider une résolution. En tout cas, pas celles qui sont importantes comme le vote du syndic. Toutes celles qui sont à l'article 24, ce n'est pas grave, parce que même s'il n'y en a qu'un qui répond, il y aura un vote. Par contre, dès qu'il y a une majorité qualifiée de l'article 25 ou 26, effectivement, les votes par correspondance ne suffiront pas. Et donc, nous qui devons renouveler le syndic, retrouver un syndic, est-ce qu'on peut le faire par correspondance? Alors, vous pouvez faire, comme je vous ai dit, mixte, c'est-à-dire par correspondance et par visio pour ceux qui le veulent, ou par présentiel. Parce que si vous êtes 2, par exemple, au même endroit, vous pouvez très bien faire une assemblée générale avec les 2 qui sont présents, mais sinon, vous pouvez faire tout par correspondance. On va faire tout par correspondance, parce qu'on est tous Alors, n'oubliez pas simplement de mettre en première question, acceptez-vous le vote par correspondance, c'est tout. Oui, d'accord, oui. Alors, c'est vrai que on n'y avait pas pensé avant, mais c'était déjà dans la loi de 65. Et le fait même que dans beaucoup de copropriétés, notamment les grandes copropriétés, il y avait des problèmes de détournement de pouvoir, ou en tout cas de défaut de contrôle des pouvoirs, le fait de voter par correspondance, ça permet de pouvoir contrôler a posteriori. A priori, si on veut, mais surtout a posteriori. Alors que le vote en séance, comme ce n'est pas enregistré, tout le monde peut dire oui, c'est vrai, on a voté ça, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Parce que la mémoire des gens est très volatile. Et 6 mois après, on ne se souvient plus ce qu'on a voté. Alors, on va partir sur notre sujet. Oui. On a un propriétaire qui ne répond jamais. Quand on lui envoie le recommandé, là, pour lui demander de voter par correspondance, il ne va pas chercher le recommandé. Donc, oui, mais ça, vous en aurez toujours. Vous ne pouvez pas l'obliger à aller chercher un recommandé. Par contre, votre obligation, c'est de lui envoyer et d'avoir la preuve qu'il n'a pas été le retiré. Voilà. Dans ce cas-là, ça ne nous bloque pas notre vote de syndic. Ça ne bloque rien du tout. Vous votez avec les présents et ceux qui se sont manifestés. D'accord. Alors justement, voilà, on va parler du changement de syndic et quand on ne répond pas, ça peut poser problème pour les majorités. Quand on est en vote par correspondance seulement. Parce que quand on est en présentiel, c'est soit on arrive à obtenir un résultat, soit il n'y en a pas, il n'y a pas de syndic. Alors, d'abord, pour parler du changement de syndic, il y a quand même un minimum de conditions à remplir. La première, ça a l'air d'être évident, mais d'être en copropriété, ce n'est pas une question qu'on se pose. On imagine qu'on est en copropriété parce que l'immeuble est en copropriété sans se poser de questions. Alors, il y a plusieurs cas de figure. C'est est-ce que vous êtes vraiment
dans le statut. Que vous soyez dans un immeuble à plusieurs, ça c'est clair, c'est la réalité physique. Par contre, souvent, on s'aperçoit que les gens veulent nommer un syndic alors qu'ils n'ont même pas de règlement de copropriété, parce que souvent, ce sont des maisons de famille et que certaines personnes ont imaginé, la personne, en général, l'ayant droit, c'est-à-dire celui qui a hérité, ne veut pas de la maison, a du mal à la vendre globalement parce qu'elle est trop grande, et du coup, s'amuse à la couper en lots et ensuite à la vendre. Mais quand il s'agit d'un lotissement qui a été créé, on organise la copropriété parce que ça fait partie du processus de construction et de vente. Quand on est dans une propriété privée où un privé vend par lot sa propriété, il ne pense pas forcément à joindre son notaire, à faire un règlement et à enregistrer ce règlement au bureau des hypothèques. Et moi, j'ai des cas de figure où ça fait 15 ans que des copropriétés se géraient toutes seules, c'est-à-dire chacun payait sa quote-part ou chacun faisait les travaux qu'il avait à faire. Et le jour où il y a un pépin, c'est le jour où il y a une procédure ou le jour où il y a un dégât des eaux ou une toiture qui est arrachée. Parce que là, l'assurance demande qui est le syndic. Et comme il n'y en a pas, ça pose problème. Donc, il faut quand même vérifier dans un premier temps, quand on arrive dans une copropriété, ou même quand on y est depuis longtemps, parce qu'il y a des gens qui peuvent être en copropriété, sans s'être jamais posé la question, est-ce que je suis vraiment déclaré en tant que copropriété et est-ce que j'ai un règlement? J'ai des syndics bénévoles qui m'appellent pour me dire, oui, alors, il y a un notaire qui me demande le règlement de copropriété. Donc, on peut avoir organisé une assemblée pour se faire élire, sans même s'être posé la question, est-ce que j'ai un règlement? Donc, à un moment donné, ça va bloquer. Donc, il vaut mieux y penser tout de suite. Alors, pour les petites, c'est plus courant parce que justement, quand on cède soi-même sa propriété, on ne se pose pas la question. Mais il faut toujours imaginer qu'une copropriété, pour qu'elle existe juridiquement, il faut qu'elle ait un règlement adopté en assemblée, qu'il ait été déposé au bureau des hypothèques et qu'ensuite, il y ait eu une assemblée pour élire un syndic. S'il n'y a pas tous ces éléments-là, on est dans ce qu'on appelle une copropriété par défaut virtuelle. C'est-à-dire qu'elle existe physiquement, mais juridiquement, elle n'existe pas, avec tous les problèmes que ça peut créer derrière. Alors, on dit souvent que la copropriété, c'est un problème, c'est un statut par défaut. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'article 1 de la loi de 65, il est dit que si vous n'avez pas choisi un autre régime, c'est pour ça que nous, on a tendance à vous proposer plutôt de partir en ASL, parce que la loi de 65 est de plus en plus compliquée à gérer, et en tout cas de plus en plus compliqué à faire appliquer au syndic, mais c'est un statut que vous pouvez choisir. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, par défaut, la loi dit que si vous n'avez rien choisi comme statut, vous êtes en copropriété. Et donc, le corollaire, c'est que si vous choisissez un autre statut, vous sortez de la copropriété. Donc, la création, elle se fait de fait parce que vous êtes deux dans un immeuble, mais la sortie, c'est une décision d'assemblée pour choisir un autre statut. Maintenant, une fois qu'on est dans la copropriété et qu'on a adopté un règlement, on n'est pas obligé d'y rester. On peut en sortir par une simple décision d'assemblée générale et puis quelques procédures que je donnerai à ceux qui veulent le faire. Ensuite, le deuxième problème, c'est d'avoir un syndic. Alors, je passe le problème des promoteurs qui vendent, comment on appelle ça, en BFA, là, les appartements qui ne sont pas encore construits, parce que là, le problème est différent, vous n'êtes pas concerné. C'est-à-dire qu'en fait, le promoteur, lors de la première vente, va déclarer que c'est l'ouverture de la copropriété et c'est donc la levée des réserves qui va être faite par le premier qui va acheter. Et souvent, il ne le sait pas, mais dans son acte notarié, il est marqué que grâce à sa vente, la levée des réserves est effectuée. Alors, généralement, il n'y a rien de mis parce que le copropriétaire est tellement content d'avoir acheté, d'être livré, qu'il ne va pas vérifier tous les aspects de la copropriété. Il va vérifier son appartement. S'il n'y a rien à dire sur son appartement, il ne se manifestera pas. Par contre, s'il y a un problème sur le global de la copropriété, eh ben, le délai de 10 ans partira à partir du moment où il a acheté et validé et levé des réserves. Donc, c'est très important quand on achète en BFA de bien mentionner que vous mettez des réserves à la livraison parce que vous ne pouvez vérifier que votre appartement et non pas la totalité des lots qui vont être vendus à d'autres copropriétaires. Ensuite, effectivement, le syndic initial, j'en ai parlé. Quand on est le propriétaire d'une maison et qu'on la vend par lot, effectivement, il faut obligatoirement faire un règlement, même s'il est succinct, le déposer au bureau des hypothèques pour rendre la copropriété éligible à l'élection d'un syndic et pour la rendre, lui donner un statut, en fait, la rendre visible juridiquement. Et puis après, on a les autres cas de figure, c'est qu'on peut se retrouver à un moment donné sans syndic. Alors là, cette année, avec le Covid, c'est le genre de situation qu'on a rencontré et qu'on rencontrera encore parce que
Je pense que certains mandats ont été dépassés sans même que personne s'en aperçoive. Et je vais prendre un exemple, une copropriété dont le mandat s'arrêtait au mois de juin 2020. Bien entendu, l'ordonnance de mars 2020 a prorogé tous les contrats au 31 janvier 2021. Mais le problème, c'est qu'à cette date, tous les syndics n'ont pas forcément mis une alerte en disant « attention, assemblée générale avant le 31 janvier ». Et souvent, ils ont continué à gérer. Et là, au mois de juin, au mois de juillet, au mois de septembre, ils s'aperçoivent qu'en fait, ils sont plus sous mandat depuis des années et que là, normalement, ils ne peuvent plus convoquer. Donc, il y a deux situations. Soit ils convoquent quand même comme syndic de fait, et dans ces cas-là, le risque, c'est qu'un copropriétaire attaque l'Assemblée en disant « mais vous n'étiez pas sous mandat, donc l'Assemblée n'a pas de valeur, et donc on l'annule ». Mais dans ce cas-là, ça revient à ne pas avoir du tout de représentants, et donc le risque, c'est de passer en administrateur judiciaire. N'importe quel fournisseur ou n'importe quel copropriétaire pourrait alors demander la nomination d'un syndic provisoire. Donc, pour éviter ça, il vaut mieux, même s'il était hors mandat, laisser passer l'Assemblée générale qu'il a organisée pour élire un syndic, que ce soit lui ou un autre, de manière à ce que la nouvelle Assemblée générale puisse régulariser l'année suivante. Donc là, cette année 2021, à mon avis, ça va être une année catastrophe, où la plupart des mandats vont être complètement hors délai, et dans lequel on va quand même valider des assemblées générales pour ne pas passer en administration judiciaire, et en attendant 2022, en espérant qu'en 2022, on aura une organisation normale qui permettra à une assemblée, alors, de nouveau convoquée par un syndic, entre guillemets, qui est sous mandat, mais avec le risque d'annulation de l'assemblée précédente. Et c'est pour ça qu'on vous dit toujours, quand vous faites une assemblée, pour la rendre inattaquable, il faut envoyer obligatoirement les PV en recommandé à tout le monde. Alors, en général, on dit seulement à ceux qui ont voté négativement à une des questions. Alors, quand on est 2 ou 3, c'est facile à voir. Quand on est 250 ou 500, savoir qui a voté contre une des questions ou quand il y en avait 50, c'est une mission impossible. Donc, par définition, on envoie les recommandés à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils ont reçu ce recommandé, le délai de contestation de 2 mois démarre. Et donc, au bout de 2 mois, même si c'était un syndic sans mandat qui a convoqué l'Assemblée, c'est terminé. Si dans les 2 mois, il n'y a pas eu de contestation, personne ne pourra plus contester cette Assemblée. Donc, c'est important, quand on est en situation un petit peu particulière de ce style-là, de bien envoyer les PV de manière à arrêter la prescription dans les 2 mois qui suivent l'envoi du PV. C'est une sécurité, en fait. Ça évite ensuite les contestations au bout de 2 ans ou 3 ans. Ensuite, les raisons. Pourquoi on pourrait se retrouver sans syndic? Alors là, il y en a plein, je viens de vous dire. Quand on a dépassé son mandat, bien sûr, il continue à être payé. Bien sûr, il a le droit d'être payé parce qu'il continue à travailler. En revanche, son mandat n'existe plus. Donc, soit l'Assemblée, c'est-à-dire les copropriétaires, se convoquent eux-mêmes, et dans ce cas-là, ils ont le droit, et pour élire un nouveau syndic, lui ou un autre, soit effectivement lui-même, qui n'est pas sous mandat, peut convoquer pour nommer un nouveau syndic, que ce soit sa réélection ou l'élection d'un autre syndic. Alors, j'imagine bien qu'un syndic qui est hors mandat et à qui on envoie un contrat d'un autre syndic pour lui dire « mettez-le à l'ordre du jour pour qu'on puisse vous virer », il ait du mal à convoquer l'Assemblée. Donc, c'est pour ça qu'en général, pour les grosses copropriétés, c'est plus difficile, mais on dit souvent que d'éviter, quand on est dans une situation où on est avec un syndic sans mandat, d'éviter de lui envoyer un contrat d'un nouveau syndic, parce qu'il aura tendance à dire « je ne suis plus syndic, donc je ne convoque pas, je ne convoque plus ». Ensuite, il peut y avoir les cas de résiliation de son mandat. Alors, il n'est pas interdit à une assemblée d'arrêter un mandat en cours de route. Par exemple, vous avez un syndic qui a fait un contrat de 3 ans, et puis, au bout de 2 ans, vous apercevez qu'il ne répond plus à rien, qu'il est absent, qu'il ne fait pas d'assemblée générale, etc. Donc là, ce sont des raisons qui peuvent vous amener à résilier son mandat. Mais attention, si vous résiliez son mandat avant son terme, il est aussi en droit de demander le paiement du solde de son mandat. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée. Le mieux, c'est d'attendre effectivement la fin de son mandat pour changer de syndic, quand on le peut. Parce qu'effectivement, il y a des situations où on ne peut pas attendre. Après, vous avez la démission du syndic. Il faut savoir que le syndic a 3 mois pour vous dire qu'il va partir, que ce soit un bénévole ou un professionnel. Le bénévole va vendre, il doit prévenir 3 mois avant. Le syndic, normalement, vend sa société, devrait vous prévenir qu'il est en train de vendre sa société. Ils ne le font jamais. Et ils vous préviennent après que finalement, c'est plus eux, le propriétaire n'est plus le syndic, mais a été racheté par une autre société. Et en général,
ils vous le disent à la prochaine assemblée où ils vous demandent de régulariser, ce qui est complètement aberrant et surtout illégal, parce qu'on n'a pas le droit, effectivement, de procéder de cette manière. Donc, la démission du syndic, quand un syndic vend son cabinet, il a l'obligation de vous prévenir 3 mois avant et de vous convoquer pour élire un nouveau syndic, le nouveau qu'il présentera peut-être, parce qu'il va sans doute le présenter, ou des nouveaux contrats que les copropriétaires auront fournis. Donc, sachez que quand vous avez tout à coup dans vos appels un nom qui apparaît qui n'est pas celui que vous aviez avant, il y a obligation de demander au syndic de faire une assemblée générale pour valider ce transfert, en lui rappelant que, comme il s'en va, alors ils ont une astuce en ce moment, parce qu'on a posé la question à certains syndics qui faisaient ça, et ils nous ont dit « Ah non, mais nous, on n'a pas tout à fait vendu, on n'a vendu que 50% de nos parts, parce qu'en fait, le nouvel acheteur, il veut s'assurer qu'il va bien garder les copropriétés. Et donc, en conséquence, il oblige le vendeur à ne vendre il rachète que la moitié des parts pour la première année, et c'est seulement si tous les contrats ont été maintenus dans le chiffre d'affaires qu'à la deuxième année, il rachète 100% des parts. Donc, ce qui veut dire qu'on est dans une situation un peu malsaine, puisque dans la première année où il y a le changement de gestionnaire, alors c'est grave parce qu'en fait, le nouveau gestionnaire, vous n'avez pas de contrat avec lui, il va transférer les fonds sur son compte à lui alors qu'il n'est pas syndic, il n'a pas été nommé par une assemblée, et ça veut dire que si le lendemain il fait faillite, les fonds sont perdus parce que ce n'est pas votre syndic. Donc, c'est pour ça qu'il faut refuser. Dès que vous avez un appel où il y a un nom qui apparaît qui n'est pas celui de votre syndic précédent, il faut immédiatement réagir et envoyer une mise en demeure au syndic de vous donner l'explication du changement d'appellation, en lui indiquant que s'il a vendu 50% des parts, 40%, s'il a vendu ses parts, il a l'obligation de vous prévenir et de faire une assemblée générale pour nommer un nouveau syndic. Et il faut l'obliger à refaire une assemblée, quitte à se faire une assemblée extraordinaire pour nommer un syndic, son rachat, son acheteur éventuellement, mais aussi un autre. Donc, à ce moment-là, c'est à vous de chercher tout de suite des contrats de syndic pour pouvoir lui opposer d'autres syndics à la place, enfin pas à la place, mais en tout cas en mise en concurrence, comme ça doit se faire. Voilà, c'est une période un peu spéciale. Il faut être très vigilant dans les appels, sur les appellations, sur les logos qui sont affichés sur vos appels de fonds. Après, il y a la carence. Bon, ben là, moi, j'ai des cas de figure où à Marseille, comme par hasard, on a un syndic qui a brûlé. Donc, à partir du moment où toutes ces archives ont brûlé, comme souvent, ils ne font pas de sécurité et pas de cloud de sécurité, ils perdent tout. Et donc, c'est aussi vrai pour les syndics que pour les experts comptables. Quand ça se passe comme ça, ils sont en difficulté et ils ne sont plus en capacité de vous gérer. Alors, il faut savoir que ce problème de carence, justement, en cas d'incendie ou en cas imaginons que le syndic soit parti avec la caisse, vous êtes quand même garanti, parce que dans votre contrat, à la première page, il est indiqué que le syndic a une caisse de garantie, et cette caisse de garantie, elle est là pour absorber justement ce genre de sinistre. Donc, c'est elle qui prendra en charge le remboursement des fonds que vous auriez pu perdre et qui prendra en charge aussi les frais de reprise de la comptabilité, puisqu'à partir de là, comme vous n'avez plus d'archives, il faudra repartir de la situation précédente, mais globalement, puisque vous n'avez plus de détails, reprendre les relevés bancaires, donc redemander à la banque tous les relevés bancaires pour pouvoir reconstituer une comptabilité. Et tout ça, ça a un coût. Donc, ce genre de coût supplémentaire, c'est bien sûr à l'assurance du syndic, même s'il est parti, même s'il a démissionné, même s'il a fait faillite, l'assurance est toujours là pour prendre en charge ce genre de problème. Et il ne faut pas oublier de la saisir. Alors, soit vous avez le syndic et à qui vous faites la déclaration et qui doit avertir son assureur, et là, vous lui laissez le choix de le faire. Et moi, je conseille plutôt d'envoyer en parallèle le courrier de mise en demeure au syndic au cas où il le reçoit, on n'en sait rien, et le courrier à l'assurance en disant voilà la situation, merci de faire la déclaration de sinistre et de nous informer des modalités de remboursement. Au moins, vous êtes sûr que l'assurance a été informée simultanément avec le syndic. Bon, les fusions-absorptions, je viens de le voir, c'est très compliqué parce que ça ne se voit que sur les appels de fonds. C'est-à-dire au moment où vous voyez votre appel et qu'un nouveau nom est accolé à celui de l'ancien, c'est que vous avez une fusion-absorption. Et là, il faut leur demander de faire une AG extraordinaire pour accepter le nouvel entrant, parce que vous n'avez pas de contrat avec lui. Rappelez-vous que tous les contrats de syndic, ce sont des contrats intuitu personae. C'est-à-dire que le nom de la société que vous mentionnez dans le contrat, c'est le seul et unique syndic que vous avez. Personne d'autre ne peut se substituer à lui sans votre accord.
Et puis après, vous avez le décès. Ben là, ça représente un peu l'équivalent de l'incendie du cabinet de syndic, c'est-à-dire que ben, tout est arrêté, vous n'avez plus d'archives et il vous faut immédiatement reconvoquer une assemblée générale vous-même, parce que du coup, vous êtes tout seul. C'est pour ça qu'on a besoin d'un président de conseil syndical, parce qu'en général, c'est le président de conseil syndical qui convoque la nouvelle assemblée générale pour élire un nouveau syndic et pour reprendre le cours normal donc de la vie de la copropriété. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Oui, Allez, défaillant. Oui. J'en aurais une par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure à propos des syndics et des ASL. Nous sommes une copropriété VEFA. Hein, Oui. on a eu un règlement de copropriété qui a été transmis par le promoteur, hein, Promoteur. en place. Et donc, par la suite, donc, il y avait un syndic provisoire qui était celui qui avait été choisi par le promoteur au tout départ. Et celui-ci, à un moment donné, a démissionné. Donc, c'est là qu'on est venu en syndic bénévole pour une partie de la copropriété. Parce qu'en fait, nous on dépend de la loi Allure. Donc, je crois qu'il aurait fallu qu'il y ait une ASL parce qu'en fait, on est un immeuble de 4 appartements avec un petit syndic bénévole. Mais au-dessus, normalement, il devrait y avoir une ASL. Mais cette ASL-là n'a pas existé après la démission. Avec les villas. Il y a 6 villas et un immeuble de 4 appartements. Donc, nous, on existe en tant que syndic parce qu'on est bien obligé de répartir des charges. Mais on n'a pas d'ASL qui nous coiffe. Alors, il va falloir la créer, hein, parce que là, c'est comme la copropriété. Si vous n'avez pas de représentant, le jour où il y a un problème, par exemple, de limite de propriété entre l'immeuble et les villas, là, ça va poser un problème parce qu'il n'y aura pas de représentant. Donc là, l'urgence, ce sera de convoquer une assemblée générale d'ASL pour élire un représentant. Alors, en général, c'est un président d'ASL. Même s'il n'y a pas de budget, parce qu'il n'y a pas d'assurance, etc., il faut quand même qu'on ait une structure qui soit une structure juridique de défense de la totalité des bâtiments. Mais les villas ne veulent pas parce qu'elles se considèrent indépendantes. Donc, elles ne font rien, elles font obstruction, enfin, quelque part. Et donc, ce n'est pas évident. En plus, alors, le problème, c'est que voilà, il faudrait vérifier comment elles ont été déclarées au bureau des hypothèques. Est-ce qu'au bureau de l'urbanisme, est-ce qu'elles sont déclarées comme villas indépendantes ou villas rattachées à une ASL? Si c'est villas rattachées à une ASL, parce que le problème, c'est que vous avez peut-être des réseaux communs. Oui, tout à fait. Donc, vous êtes en ASL, ils ne peuvent pas se déclarer indépendants. Donc, vous allez devoir prendre l'initiative, enfin, vous ou votre futur syndic, aurez l'obligation de convoquer une assemblée générale et ils viennent ou ils ne viennent pas, ce n'est pas le problème. Mais de manière à instituer l'ASL et de valider le fait, parce qu'il lui faut aussi des statuts à cette ASL. Je suppose que vous n'en avez pas non plus. Et dans ces statuts, il sera mentionné que l'ASL est en charge de tous les réseaux communs aux bâtiments et aux villas. Parce que demain, il y a un problème sur les canalisations, ben là, personne ne voudra payer et vous allez être en difficulté. Et il n'y aura pas de représentant pour traiter le sujet. Donc là, il faut vraiment créer les statuts de l'ASL et la créer elle-même, parce que vous pouvez très bien mettre dans une ASL que la majorité, c'est la majorité des présents. Donc, ils ne viennent pas, ce n'est pas un problème, ils ont été convoqués. Il suffit que vous qu'il y ait au moins un copropriétaire qui soit présent et ça valide la séance. Mais au moins, vous avez identifié que les canalisations étaient communes et que s'il y a un problème, c'est bien l'ASL qui doit traiter le problème. Alors, il y a un problème aussi, c'est que normalement, dans une copropriété comme ça, depuis la loi Allure, je crois, il y a un compteur de tête, un compteur d'eau de tête. Et du coup, ils sont dans l'incapacité de facturer ce compteur de tête, puisqu'il n'y a pas d'ASL. Mais alors, comment les villas payent l'euro? À qui elles payent l'euro? Elles payent l'euro directement à la Société des eaux, comme nous, l'immeuble. Oui, mais ça, c'est pas un problème. Ça veut dire qu'elles ont un compteur individuel avec abonnement individuel. Et nous aussi. Par contre, l'évacuation des eaux, c'est commun. Et le compteur de tête est commun, normalement. Mais le compteur de tête, du coup… Non, mais le compteur de tête, c'est un compteur qui permet plutôt de vérifier s'il n'y a pas de fuite dans l'installation. Ce n'est pas un compteur de consommation, puisque les consommations sont individualisées. Tout à fait. Par contre, il faut instituer cette ASL. Il n'y a pas à sortir de là. Le problème, c'est qu'il y a quand même un abonnement, un compteur de tête qui doit être réparti. Et comme il n'y a pas d'ASL, il n'est pas réparti. C'est bien pour ça qu'il faut créer l'ASL. Et donc, ils vont nous rattraper, je pense. Ça va faire… Vous pourrez monter sur 5 ans. Eh ben, ça va faire mal, je pense, parce que ça coûte très cher un compteur de tête. Non, la location du compteur de tête, puisqu'il n'y a pas de consommation, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Hein. Ah bon? Ah non, c'est ridicule.
c'est un peu comme les abonnements au gaz. Comme aujourd'hui, tout le monde a son compteur individuel d'abonnement au gaz, le compteur, je viens de recevoir la facture, simplement la location du compteur, parce qu'en fait, c'est ça que vous payez. La location du compteur de tête, c'est dans les moins de 100 €, c'est 95 € par an. Alors, même si vous multipliez ça par 5, là, effectivement, vous ne pourrez pas remonter au-delà de 5 ans, mais vous pourrez reprendre la répartition sur les 5 dernières années. Mais c'est pas, à mon avis, c'est pas ça qui posera le plus de problèmes. Là, il faut régulariser parce que s'il y a des problèmes de canalisation à déterrer et à réparer, là, on n'est pas dans les 95 €. Là, on passe directement aux 10 000, 20 000. Il y a eu des problèmes. Moi, j'avais fait intervenir sous la garantie des 10 ans, là, voilà. Et la mairie a été chargée parce qu'elle devait nous reprendre. Et elle a vérifié, elle a dit que sur le coup que c'était bon, puis après coup, elle a dit que finalement, c'était pas bon. Ça n'avait pas été fait que… Mais là, quand vous serez sorti des 10 ans, là, vous allez avoir un problème. Parce que la prochaine réparation, c'est pour vous. On est sorti. On est sorti. Donc là, voilà, la prochaine réparation, si vous ne faites pas d'ASL, vous paierez la totalité. Enfin, je ne sais pas qui paiera, mais celui qui paiera la totalité. Donc, il a urgence, effectivement, à l'installer. Alors, comment peut-on mettre fin et pourquoi mettons fin à une mission de syndic? C'est-à-dire fin, soit parce qu'on l'arrête en cours de route, soit parce que tout simplement on change de syndic. Alors, je rappelle quand même que le changement de syndic, c'est la dernière décision à prendre. Pourquoi? Quand on est avec un syndic qui est en poste, qui ne s'en va pas, parce que s'il s'en va, la question ne se pose pas. Mais changer un syndic quand il est en fonction, c'est très compliqué. D'abord, une chose, parce que normalement, vous avez toutes vos archives, enfin, vous devriez avoir toutes vos archives sur l'extranet. Alors, avez-vous un extranet? Première question. Si vous avez un extranet, voilà, première chose, il faut mettre en place un extranet. Pourquoi? Parce que cet extranet, normalement, il devait servir, tel que la loi l'avait prévu, à mettre toutes les archives de la copropriété sur un cloud, on appelle ça, un fichier extérieur au syndic, de manière que, au cas où le syndic viendrait à disparaître pour une raison ou pour une autre, la copropriété n'aurait pas tout perdu. Elle pourrait récupérer ses archives directement sur ce dossier. Alors, initialement, on avait prévu de le mettre dans le registre des copropriétés, mais le problème, c'est que là, ils ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils ont déjà tellement de mal à gérer simplement les PV de déclaration de syndic, etc., que pour l'instant, ils ne veulent pas entendre du tout parler de stockage des autres données. Donc, ce qui fait que si vous avez un extranet, je vous conseille de copier tout ce qu'il y a dessus, parce que le jour où vous vous séparez d'un syndic, la ligne est coupée. Elle est coupée et instantanément. Ce qui fait que si vous n'avez pas pris soin de copier ce qu'il y a sur l'extranet, alors même s'il n'y a pas grand-chose, parce qu'en général, il n'y a pas toutes les informations, prenez soin au conseil syndical de copier tout l'extranet, y compris de le mettre, éventuellement même de le mettre sur un autre dossier dédié sur un autre réseau. Mais en tout cas, copiez tout parce qu'ils arrêtent tout. Un syndic, il s'en va, qu'il y a un extranet, il arrête la ligne. Et le nouveau, comme il n'a pas encore les archives, il n'est pas en capacité de vous remettre un extranet en route. Et comme ça va lui prendre au moins 3 à 6 mois avant d'être à jour, pendant 6 mois, vous serez en aveugle. Vous ne saurez pas ce qui a été comptabilisé ou pas. Est-ce que ça peut être un Google Drive ou un machin comme ça? Oui, ça peut être un OneDrive. D'ailleurs, moi, je le mets sur OneDrive. Parce que quand on a dit extranet, on n'a pas défini ce que ça pouvait être. OneDrive, oui. Donc, Google Drive ou OneDrive, il y en a d'autres qui existent. Peu importe le support, en tout cas, il faut que ce soit un support où tout le monde puisse avoir accès, enfin, tous les copropriétaires puissent avoir accès et que personne ne puisse supprimer ce qu'il y a dedans. Parce que le plus grave, ce n'est pas tellement d'avoir un support, c'est que ce support puisse être endommagé en cours de route. Donc, il faut un support dont on est sûr qu'il n'y a pas de suppression possible. Mais en tout cas, de bloquer les accès en simple lecture. Alors, les défaillances d'émission qui provoquent éventuellement changement de syndic, c'est technique, effectivement. Par exemple, vous avez des gros travaux, d'étanchéité, des dalles, notamment pour les grosses copropriétés, et le syndic ne prend pas soin de vous faire voter un architecte pour suivre les travaux, ça, c'est dangereux, parce que c'est éminemment technique et que tout le monde n'a pas la compétence de faire ça. De même, le changement de chaudière. Sur des petites copropriétés, ça se pose peut-être moins. Sur des grosses copropriétés où vous avez 3 à 4 chaufferies à mettre en place, eh ben, moi, j'ai vu la dernière copropriété de 300 lots qui est sur Asnières qui a changé sa chaudière. Ils leur ont fait payer 3 fois le prix d'une chaudière normale. Et personne ne s'en est aperçu. Tout le monde a voté et aujourd'hui, ils sont en train de râler parce que la répartition de ces charges leur paraît trop lourde. Et effectivement, elle l'est. Or, il y a eu un arrangement entre le syndic et le fournisseur et eux deux se sont entendus pour faire valoriser le changement de chaufferie à 3 fois le prix. Et c'est par la comparaison avec une autre copropriété de même taille qu'on s'est aperçu de la supercherie. Parce que quand vous voyez un devis,
en tant que copropriétaire, vous ne pouvez pas savoir s'il est juste ou pas, puisque vous n'avez pas les notions techniques qui vous permettent de savoir quelle est la capacité de la chaufferie qui permettent effectivement d'assurer, je dirais, l'optimum. Bien sûr, on peut toujours prendre une chaufferie pour 1500 lots pour chauffer 500 lots, ça ne pose aucun problème. Par contre, au niveau des charges, ce n'est pas du tout la même chose. Et ça peut faire couler une copropriété. Moi, j'en ai une à Garges-les-Gonesse, un copropriétaire qui se prétendait le patron de la copropriété et qui avait été syndic bénévole pendant quelques années au début, a décidé un jour qu'il allait se séparer en tant qu'immeuble sur une dalle à 1500 bâtiments, qu'il allait donc faire dissidence et se séparer du syndicat principal. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'époque. Il s'est séparé. Le problème, c'est que les 3 chaufferies se trouvaient chez lui, dans son bâtiment. Donc, quand il s'est séparé, effectivement, il a créé, de manière illégale, mais il a créé son bâtiment en syndicat indépendant, mais les 3 chaufferies sont restées dans l'immeuble et ont continué à être payées par un seul bâtiment, alors qu'elles étaient amorties par à peu près 5 ou 6 bâtiments autour. Donc, ça a multiplié pratiquement par 10 les charges de chaque copropriétaire. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça a conduit à ce que la moitié des copropriétaires ne soient plus en capacité de payer. Les procédures ont été très, très longues et aujourd'hui, elle est quasiment au bord de la faillite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle n'est plus en capacité de faire face à ses dépenses. Parce que les procédures de remboursement d'impayés via le tribunal, déjà, sont longues. Deuxièmement, sont hasardeuses parce qu'il suffit que le copropriétaire dise « Ah, mais je vais payer 10 € par mois pour que le tribunal lui donne raison. » Et troisièmement, parce qu'effectivement, entre-temps, il y a eu le Covid, il y a des gens qui avaient des sociétés qui les ont perdues, il y a des gens qui avaient un travail qui l'ont perdu, et aujourd'hui, c'est une copropriété en faillite. Alors bien sûr, le mot faillite n'existe pas en copropriété parce qu'on dit que ceux qui restent sont ceux qui auront à payer la facture, mais c'est quand même une faillite de fait. C'est-à-dire qu'une minorité de copropriétaires paye la facture de tout le monde et le paye sur un nombre d'années conséquent parce que ça peut durer 10 ans. Et pendant ce temps-là, effectivement, vous pouvez difficilement vendre votre appartement puisque les charges de copropriété sont tellement importantes que personne ne veut acheter une copropriété avec des charges surévaluées. Wow. Administrative. Alors effectivement, en ce moment, depuis 2020, enfin c'était déjà un peu le cas avant, mais depuis 2020, on peut avoir des défaillances administratives de la part des syndics. Alors, des syndics en poste, c'est-à-dire qui étaient déjà en poste avant le confinement et qui le sont restés après. Parce que je ne parle pas des coupures, parce que là, c'est une catastrophe, mais les syndics qui sont restés de 2019 à 2021 en tant que syndics peuvent avoir des difficultés administratives. Par exemple, moi, j'ai des syndics qui ont perdu leur comptable pendant le confinement parce qu'elle est allée faire autre chose et que finalement, elle n'est jamais revenue chez le syndic. Et ça, c'est le point le plus, je dirais, le plus délicat chez les syndics, c'est que 80% de la fonction correspond à la gestion comptable. Si vous n'avez pas de gestion comptable, quasiment, vous n'avez plus de service du tout. Et le problème, c'est ce qui s'est passé pour un bon nombre de syndics. Ils ont perdu leur comptable et du coup, ils ne sont plus en capacité de vous répondre. Alors ça peut être effectivement un motif de séparation. Le seul problème, c'est que si eux-mêmes n'ont pas mis à jour leur partie administrative et comptable, je ne vois pas ce qu'ils vont transférer au nouveau syndic. Ça va être donc une surcharge du nouveau syndic qui va être facturée parce qu'un syndic qui doit reprendre les 2 années précédentes de comptabilité, il ne va pas le faire gratuitement. Il va forcément calculer le temps passé à exécuter cette mission qui ne fait pas partie de son contrat. Alors après, la partie comptable, une défaillance comptable, aujourd'hui, c'est moins le cas puisque toutes les copropriétés depuis l'année dernière sont obligées d'avoir un compte séparé, sauf que ce qu'on appelle le compte séparé en tant que tel, comme vous l'avez vu, c'est un peu virtuel. C'est-à-dire que vous savez que vous avez un compte séparé, mais vous ne savez pas dans quelle mesure, effectivement, il vous appartient bien et il est vraiment indépendant. Je prends le cas, par exemple, qu'on a cité tout à l'heure, des cabinets qui vendent partiellement leurs parts. Donc là, le problème, c'est que s'ils les vendent, s'ils vendent des parts minoritaires inférieures à 50%, ça n'a pas d'incidence puisque le compte reste le même. Par contre, s'il y a plus de 50% des parts qui ont été vendues à la nouvelle société, la difficulté, c'est que la nouvelle société elle va utiliser ses comptes à elle. En général, ils ne sont pas sur la même banque. Donc, il va vouloir ouvrir des comptes en banque dans sa banque et donc fermer le compte séparé alors que ce n'est pas possible puisqu'il n'a pas été élu par l'Assemblée. Donc, il y a une diligence à faire, une surveillance à faire des comptes séparés pour s'assurer que le syndic n'a pas changé de compte. Et le meilleur moyen pour le faire, c'est systématiquement de demander le RIB. Alors, soit de demander à ce que dans les appels soit mentionné le RIB
du compte du syndicat sur lequel doivent être versés les fonds, les appels, éviter de faire des chèques, parce que là, les chèques, on peut les déposer où on veut, et le demander chaque année. Pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de changement de banque, le seul moyen de le vérifier, c'est soit d'avoir le RIB chaque année, soit d'avoir la mention de l'IBAN directement sur l'appel. Alors, je préfère la première formule parce que si c'est sur l'appel, il n'y a pas de risque qu'on puisse se tromper. Et s'il change, vous le verrez à réception de l'appel. Alors que si vous payez par chèque, vous ne saurez qu'il a changé de banque que le jour où vous aurez changé de syndic. Donc, peut-être 6 mois après. Et les fonds entre les deux, on n'a pas toujours de lien, il n'y a pas toujours de lien entre les fonds déposés sur l'ancien compte et le transfert sur le nouveau. Donc, pour éviter les problèmes, systématiquement, demander des appels avec l'IBAN indiqué dessus. Avec quoi? Ça, c'est des règles à mettre en place avec le syndic. C'est-à-dire qu'en fait, dès que vous changez de syndic, parce qu'avec celui que vous avez, c'est peut-être un peu compliqué, mais à la limite, il faudrait un cahier des charges. Et je dirais même que le cahier des charges, il devrait être dans le règlement. Moi, j'ai fait mettre à certaines copropriétés, j'ai fait modifier les règlements pour indiquer, d'une part, le protocole de protection des données, parce que comme vous savez, le syndic, maintenant, n'a plus le droit de transmettre vos données comme il le faisait à sa filiale, agent commercial de vente d'appartements. Or, il le faisait. Aujourd'hui, si vous le mettez, normalement, il ne devrait plus le faire, mais si vous l'indiquez dans votre règlement de copropriété, c'est un motif de résiliation pour faute du mandat. Bien sûr, vous ne l'utiliserez pas forcément, mais en tout cas, vous avez ce motif. Et deuxièmement, l'obligation de conserver le compte dans la banque que vous avez choisie. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre dans le règlement le nom de la banque, mais vous devez indiquer qu'il n'y aura pas de changement de banque sans avis de l'Assemblée générale. Alors, vous pouvez garder la banque du syndic, ce n'est pas un problème. Par contre, s'il veut changer de banque, il doit vous demander votre avis. Je dis ça parce que en cas de changement de syndic, on a vu que dans certains cas, on avait jusqu'à 5 banques. 5 banques en cours. Donc, ce n'est pas difficile de suivre une banque. Quand vous en avez 5, on peut en oublier une. Et si on en oublie une où il y a 100 000 euros, parce que sur les grosses copropriétés, j'ai une copropriété à Anguin dont ma vice-présidente était membre, ou en tout cas est toujours membre du conseil syndical. En fait, un compte avait disparu dans la comptabilité et ce compte-là, il était approvisionné à peu près de 100 000 euros. Et d'une année sur l'autre, il a disparu dans la partie comptable. Mais physiquement, il était toujours là et il était toujours au nom de l'ancien syndic. Donc, ça veut dire qu'au bout de 5 ans, vous n'auriez rien réclamé. Il aurait pu dire, voilà, les fonds sont perdus, ils sont à moi puisque personne ne les a réclamés. Mince, alors. Donc, il faut être très vigilant. Voilà, donc ça, c'est pour la partie compte séparé. C'est important de vérifier ce que vous avez comme banque et de la garder, et surtout les comptes. Alors, la banque, bien sûr, c'est hyper important, mais le nombre de comptes que vous avez. Là, il faut impérativement, quand on contrôle les comptes, demander les relevés de chacun des comptes comptables, que ce soit le relevé de compte courant, comme le relevé livret A, livret B, et même les placements au PCVM. Parce que si vous ne les demandez pas, ils peuvent disparaître. Enfin bon, avec notre contrôle des comptes, si vous nous soumettez le contrôle des comptes, on verra qu'ils ont disparu, donc on pourra investiguer. Par contre, si vous le contrôlez vous-même, vous pourriez passer à côté et ne pas vous apercevoir qu'ils ont disparu. Ensuite, les archives. Alors, comme je vous disais, normalement, depuis la loi Allure, on a un extranet. Alors, bien sûr, d'abord, cet extranet, il n'existe pas toujours. Et quand il existe, il n'est pas forcément alimenté avec les éléments qui permettent aux copropriétaires de suivre, d'avoir une vision globale. Par exemple, un copropriétaire qui doit vendre, vous savez que la loi Allure lui impose de fournir des documents à son acheteur, notamment le carnet d'entretien à jour, la fiche synthétique de déclaration. Ces éléments devraient être sur l'extranet. Ça permettrait effectivement à la personne de pouvoir vendre et faire sa promesse de vente sans être obligé de demander au syndic de lui fournir ces éléments. Parce que ces éléments existent, ils ne sont pas modifiés tous les ans, très ponctuellement, et ils doivent pouvoir être disponibles à n'importe quel moment auprès des copropriétaires. Or, souvent, on voit des extranets où en fait, vous n'avez que les appels et éventuellement l'historique des paiements du copropriétaire. Ça n'est pas suffisant. Ce n'est pas ce que dit la loi. La loi dit que tous les documents appartenant à la copropriété doivent être disponibles sur l'extranet. Donc, si vous ne l'avez pas, ou si vous l'avez qu'il est incomplet, il faut rappeler au syndic que le carnet d'entretien, le règlement de copropriété, les 3 derniers PV, éventuellement les convocations, puisque les budgets ne sont pas forcément dans les PV, et les fiches synthétiques, déclarations au registre de l'eau, doivent être disponibles sur l'extranet. Et quand vous les avez obtenus, surtout vous les copiez sur une autre base, parce que quand il partira, il va casser le lien, il va couper le lien et vous n'aurez plus rien.
Après, le suivi des travaux, bah oui, comme je disais tout à l'heure, c'est au niveau technique, on a la même réflexion, c'est que tous les syndics, alors déjà, première rectification, quand vous élisez un syndic, vous élisez un cabinet qui a un mandat, qui a une carte de syndic. Mais la personne que vous avez en face de vous qui vient aux assemblées n'est pas syndic. C'est un salarié du syndic qui n'a pas du tout été formé. Et surtout qui n'est pas formé parce que sinon les syndics ne pourraient pas faire ce qu'ils veulent. Donc ils prennent des gens qui ne sont pas formés, qui forment maison à la mesure dont ils ont besoin au niveau du service, en fonction du service, donc très peu formés et très peu compétents. Et à partir de là, vous ne pouvez pas avoir des gens extrêmement compétents puisqu'ils sont peu payés. Donc pour le suivi des travaux, quand on est dans une grosse copropriété, il faut impérativement voter un architecte à chaque fois qu'on lance des travaux. On n'a pas le choix parce que si vous ne votez pas d'architecte et qu'il y a un problème de suivi ou même un problème de malfaçon, on vous dira c'est normal, le syndicat n'a pas désigné d'architecte, donc il est responsable et les tribunaux ne vous donneront pas raison. Bien sûr, ils constateront la malfaçon, mais parallèlement, ils constateront que le conseil syndical n'a pas souhaité se faire épauler par un architecte. Donc, ce sera un résultat mi-figue, mi-raisin, on vous donnera qu'à moitié raison. C'est vrai aussi pour le contrôle des comptes. Rappelez-vous que le contrôle des comptes, c'est la mission du conseil syndical. Alors, il a été dit quand même, et ce n'est pas très répandu comme information, que le conseil syndical devait s'assurer auprès d'une assurance spécifique pour sa mission de contrôle. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a des procédures où les membres du conseil syndical, certainement que dans ces cas-là, ils étaient quand même de mèche avec les syndics, ils étaient plus ou moins, alors je ne dirais pas amis, mais plus ou moins financés en termes de travaux privés par le syndic, suffisamment pour effectivement passer outre le contrôle des comptes et laisser passer des énormités comme une chaufferie qui fait 3 fois son prix. Donc, dans ces cas-là, effectivement, ça nécessite d'avoir une assurance parce que, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le cas, on peut très bien attaquer les membres du conseil syndical justement pour s'être fait corrompre et avoir accepté des travaux qui étaient 3 fois supérieurs aux travaux nécessaires dans cette copropriété. Donc, n'oubliez pas que quand on est membre du conseil syndical, on peut faire une faute sans problème parce qu'on est compétent sur aucun des sujets, on est expert sur aucun des sujets qu'on va traiter. Par contre, on a le droit, premièrement, on a l'obligation de s'assurer et deuxièmement, on a le droit de déléguer ses missions à un externe. Par exemple, le contrôle des comptes, vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même. Vous pouvez avoir le droit de déléguer à un comptable, à une association, le fait de faire le contrôle. Comme ça, en cas de difficulté, vous direz « Ah non, mais attendez, moi, je ne suis pas responsable. J'ai délégué, donc le délégataire est responsable de sa faute. » Ça vous exonérera pas à 100%, mais ça permettra de diluer la responsabilité. Mais il en est de même pour les suivis de travaux. Vous n'êtes pas expert, moi, je ne suis pas architecte. Actuellement, j'ai un problème de structure dans une cave dont les structures métalliques ont été mangées par la rouille. Et j'ai un architecte qui me dit il faut tout refaire, il faut tout casser et tout refaire. Et un autre qui nous dit non, il suffit de refaire les bardes, les poutres porteuses, il suffit de les refaire. On n'a pas besoin de tout casser. Moi, je ne suis pas architecte. Et vous voyez que même quand on a des architectes, on peut avoir des avis différents. Donc, c'est encore pire quand on est tout seul et qu'on est copropriétaire et qu'on n'est pas architecte. Donc, systématiquement, confiez ça à un expert dès que ça dépasse des compétences normales d'un copropriétaire. Après, la rechange de financement, malheureusement, la loi dit que le syndic devrait, quand il vous fait des travaux, vous proposer et d'un côté les charges, donc les factures, devis, etc., et de l'autre les moyens de financer, en ayant recherché toutes les possibilités de financement. Alors déjà, pour les syndics bénévoles, c'est un copropriétaire lambda, donc il n'a pas forcément les compétences et les connaissances. C'est pour ça que l'adhésion chez nous est importante, parce que pour la recherche de financement, nous avons fait plusieurs revues, mais dont une qui traitait de la rénovation des bâtiments et qui donc listait toutes les aides possibles et imaginables que vous pouviez solliciter dans le cadre de travaux, alors de travaux d'isolation, mais pas seulement, des travaux en général. Donc, c'est la revue 106. N'oubliez pas, si vous avez des travaux, de faire une petite relecture de cette revue parce qu'elle est importante. Et nous avons aussi la revue, je pense, 118 qui traitait des travaux en général. Donc, vous avez déjà 2 revues qui peuvent aider sur ce sujet. Et si votre syndic ne semble pas compétent, vous avez le droit de lui donner la copie des revues. Si vous avez besoin d'exemplaires supplémentaires,
il vous suffit de nous envoyer une demande par mail, on vous enverra des revues supplémentaires. Donc, la recherche de financement, logiquement, ça devrait être le syndic qui la fasse, mais il ne la fait jamais. Et quand vous lui demandez pourquoi, il vous répond tout simplement parce que c'est du travail supplémentaire que je ne peux pas vous facturer parce que ça ne fait pas partie de mon contrat. Sauf pour ceux qui ont rajouté dans les pages 12 et 13, parce qu'il y en a qui l'ont fait, toute recherche ou étude supplémentaire sera facturée, entre guillemets, et là, chacun met le montant horaire. Et ça veut dire qu'en fait, c'est un chèque en blanc, puisque vous ne saurez jamais combien de temps il a passé sur ses recherches de financement. Donc, en général, on a plus le problème du non-traitement de cette phase de gestion que de facturation supplémentaire, parce que justement, ils ne savent pas faire, donc ils ne savent pas facturer. Mais n'oubliez pas quand même qu'il faudrait le faire rajouter dans les contrats. Si vous avez des gros travaux à prévoir, le faire rajouter dans le contrat du syndic en disant « Merci de nous donner le taux horaire que vous allez pratiquer si on vous demande des recherches de financement. » Parce qu'au moins, s'il le fait, vous aurez au moins le taux horaire. Ce sera fixé une fois pour toutes. Après, les impayés, c'est pareil. Les impayés, en fait, le syndic ne le gère pas. Il gère l'évaluation des impayés, mais le traitement des impayés a posteriori, c'est en général un avocat qui le fait. Pourquoi? Parce que les syndics ont considéré que c'était un travail supplémentaire qu'ils ne pouvaient pas facturer, enfin, qu'ils auraient eu du mal à facturer. Et donc, au lieu de traiter les impayés alors à moins de 10 000 euros, c'est-à-dire dès qu'il y a au moins 2 ou 3 appels en retard, et dans lequel ils pourraient, dans ces cas-là, faire la demande auprès du tribunal directement, c'est-à-dire que quand on est à moins de 10 000, le syndic pourrait rédiger une requête en fournissant les justificatifs et en demandant au tribunal de faire une audience devant le tribunal judiciaire sans avocat, de manière à pouvoir récupérer les fonds. Ça se fait très régulièrement. Généralement, les copropriétaires se représentent tout seuls. Le syndic appelle, même dans ces cas-là, un avocat. Alors, sachez que vous avez le droit de mettre dans la copropriété, dans le règlement, de rajouter au règlement une annexe qui s'appelle le protocole de recouvrement. On a inventé ce document pour justement obliger les syndics à ne pas passer par des avocats systématiquement, parce que ça multiplie par 2 pratiquement la dette, et qu'elle est rarement compensée par l'article 700, mais de traiter les impayés dès le 2e appel impayé, de manière à ne pas avoir de frais supplémentaires d'avocat et avoir un règlement qui se fasse dans les 1 an. Il faut savoir que quand vous avez 2 appels d'impayés, en 1 an, c'est très facile de les récupérer. Il suffit que la personne soit convoquée au tribunal, une simple convocation au tribunal, et dans la semaine, elle a payé. Parce que la crainte, d'abord, du tribunal, et deuxièmement, parce que c'est du temps à perdre, parce que le tribunal convoque dans la journée. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui travaille doit prendre une journée de congé pour aller au tribunal. Donc, en général, ça suffit, quand on est à 2 appels, 2-3 appels, ça suffit à faire payer. Quand la personne a cumulé 10 000 à 20 000 euros, elle n'en a plus rien à faire du tribunal, et là, elle s'en fiche totalement, et donc elle est prête à proposer au tribunal n'importe quoi pour échapper à ses responsabilités. Et le problème, c'est que les tribunaux acceptent. Alors, je ne sais pas si c'est à bon droit ou à mauvais droit, mais en tout cas, pour toutes les séances que j'ai suivies au tribunal d'impayés de copropriétaires, à chaque fois que le copropriétaire disait bah, « écoutez, je n'ai pas payé parce que je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je peux payer que 100 euros par mois », le tribunal leur donne droit. Ça veut dire que la copropriété se retrouve en difficulté, parce que si la somme fait 10 000 et qu'elle doit rembourser 100 euros par mois, alors qu'elle cumule déjà le retard des prochains appels, vous pouvez être sûr que vous serez en impayé permanent. Donc, on a inventé à la NCC ce qu'on appelle un protocole de recouvrement. Et ce protocole dit, bon, je ne vais pas vous tout citer, mais premièrement, premier appel impayé, relance, simple. 2e appel impayé, mise en demeure. 3e appel impayé, procédure, c'est-à-dire tribunal judiciaire et convocation. Parce que le temps que vous soyez convoqué, il va se passer 1 an, il aura déjà 2 années de retard. Si vous ne démarrez pas dès le 3e appel, alors là, vous êtes dans l'impayé permanent. Là, vous rentrez dans la phase d'impayé permanent qu'aiment beaucoup les syndics, parce que du coup, ça leur permet de faire travailler leur petit avocat préféré et de se partager les commissions entre lui et la copropriété. Donc, évitez de laisser traîner des impayés et pour ça, adoptez en assemblée le protocole de recouvrement que vous aurez choisi. On peut vous faire la proposition d'un projet et déposer ensuite le PV au bureau des hypothèques. Parce que si ce protocole n'est pas déposé au bureau des hypothèques, il sera opposable à tous les copropriétaires qui étaient présents à l'assemblée, mais pas aux nouveaux qui vont rentrer. Donc, ça veut dire que dans 2 ans, 3 ans, vous avez vendu les appartements, ben, ceux qui arrivent pourront vous dire, ben non,
Ce n'était pas au bureau des hypothèques, donc ça ne s'applique pas à moi. Et en plus, ça permet de savoir que les copropriétaires sachent que s'ils ont 3 appels de retard, il y a immédiatement une mise en demeure qui part et une procédure. Donc là, ça peut être incitatif. Après, vous avez les travaux urgents. Alors ça, c'est la grande insécurité, la grande incertitude, parce que qu'est-ce qu'on appelle travaux urgents? C'est très compliqué. Pour nous, travaux urgents en tant que copropriétaire, ce sont des travaux de sécurité, c'est-à-dire un immeuble qui va s'écrouler, ce sont des travaux d'urgence. Une fenêtre qui va tomber, c'est un travail d'urgence. Par contre, quand on est dans des cadres un peu limites, du style des fissures dans un immeuble, ça pourrait rentrer dans l'urgence si la fissure s'agrandit, ça ne rentre pas dans l'urgence quand elle est stabilisée. Un immeuble qui est fissuré et qui pendant 1 an ne va plus bouger, ça ne rentre pas dans les travaux d'urgence. Et je dis ça pourquoi? Parce que les travaux de fissure sur un immeuble, c'est ce qui coûte le plus cher. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre des échafaudages. Et dans les travaux de réparation, ce qui coûte le plus cher, ce sont les échafaudages. C'est la pose et la dépose, plus la location, mais c'est surtout la pose et la dépose. Donc, les travaux urgents, il faut les regarder de très près et il faut surveiller le syndic sur les dépenses qu'il peut faire dans le cadre de ces travaux d'urgence. Parce que ça peut arriver à des montants extrêmement élevés. Moi, j'ai vu des travaux d'urgence qui ont été lancés pour 100 000 €. Alors, dans une copropriété, 100 000 €, ça peut la mettre à genoux, tout simplement. Alors, pourquoi c'est dangereux, les travaux d'urgence? Parce que ça autorise le syndic à lancer les travaux sans consultation de l'Assemblée, sans mise en concurrence, avec le fournisseur qu'il aura trouvé de son choix et le montant de son choix. Donc, vous pouvez avoir des réparations de 20 000 qui vont être facturées à 50 000 et vous ne pourrez rien dire puisque les travaux seront déjà faits. Une fois que la facture est envoyée et payée par le syndic, tout ce que vous pouvez faire après, c'est éventuellement contester et imputer une partie, mais ce sera très difficile de démontrer une fois que les travaux sont faits qu'on pouvait attendre et qu'il n'y avait pas urgence à faire ces travaux. Donc, les travaux d'urgence, c'est quelque chose, c'est une faille dans le circuit, dans le système. Ensuite, respecter les contrats, là c'est pareil, quand vous contrôlez un syndic en fin d'année, il faut impérativement contrôler que ce sont bien les contrats qui ont été appliqués. 2 exemples. Lors d'un contrôle, en plus ça me concerne directement parce que c'était une de mes copropriétés, je contrôle les contrats et je m'aperçois que la société qui facture le ménage n'est pas celle avec laquelle on avait décidé de contracter. Alors, elle avait existé à un moment donné, puisqu'on avait vu ses factures, et puis il s'est passé quelque chose, et hop, elle a été transformée en une autre société. Et le problème, c'est que c'est multiplié par 2. Donc, on pose la question au syndic, quelle est cette société, qui l'a autorisée, puisque ce n'est pas celle de l'Assemblée, aucune Assemblée ne l'a votée. Et là, on s'aperçoit, en grattant un peu, qu'en fait, le syndic avait créé une filiale de ménage et avait transféré tous les contrats de ménage de toutes ces sociétés sur cette filiale. Et bien entendu, pas pour le même tarif, parce que ça aurait été au même tarif, la question ne se serait pas posée. Ce serait posé du changement, mais pas de la multiplication du montant. Donc là, on aurait pu faire une procédure pour récupérer, on a décidé d'abandonner, mais voilà le genre de dérive sur lequel on ne peut pas laisser passer. Et le deuxième exemple, ce sont des contrats quand on change de fournisseur. C'est un contrat d'ascensoriste. C'est un immeuble qui a 3 montées avec 3 ascenseurs. 2 ascenseurs sont gérés par Schindler et on ne sait pas pourquoi, le 3e, puisqu'on vote par immeuble, le 3e a voté pour Otis. Donc, pendant des années, on a donc eu 2 ascensoristes travaillant sur la même copropriété. Et puis, une année, on a décidé que ce serait quand même plus simple qu'on ait le même ascensoriste pour avoir le même niveau de service et avoir une ristourne. Donc, on a négocié une baisse du coût des contrats, moyennant le fait que les 3 contrats, les 3 montées seraient gérées par le même ascensoriste. Donc, c'est voté, adopté en Assemblée, tout le monde est d'accord. Le syndic devait faire la résiliation à la date d'échéance de Otis et devait faire le contrat auprès de Schindler pour le 3e ascenseur. Donc, l'année se passe, l'année 2020 bloque tout, donc on n'a aucune information sur ce qui se passe. Et puis arrive l'année 2021, on change de syndic parce qu'il était complètement à l'ouest. Il avait perdu son directeur, son comptable, donc en fait, c'était une coquille vide. Et le nouveau syndic constate qu'effectivement, le contrat Schindler des 3 ascenseurs a bien été signé, la commande est bien passée, mais le syndic avait oublié de résilier l'ancien. Donc, on se retrouve sur un ascenseur avec 2 ascensoristes. Donc, on va payer sur cette montée 2 factures d'ascenseur parce que le syndic a commandé, sans avoir résilié précédemment,
le contrat en cours. Et on le sait pourquoi, parce que justement, Otis, la compagnie, nous a appelé en disant « mais je ne comprends pas, il y a une étiquette Schindler sur mon ascenseur. Donc, qu'est-ce que je fais? J'interviens ou j'interviens pas? Puisque je suis toujours sous contrat, donc normalement, je suis censé intervenir quand il y a une panne. » Donc là, on est vraiment dans des situations où il faut faire très attention parce que là, en l'occurrence, si on avait pu travailler normalement en 2020, on aurait vérifié qu'ils avaient bien résigné chez Otis. Là, comme il n'y avait plus personne, plus de secrétaire, et qu'en plus, ils étaient en télétravail, il était impossible de faire cette vérification. Donc, on l'a fait trop tard. On l'a fait à une année où on va devoir attendre l'année prochaine pour résilier ce contrat et le payer quand même, alors qu'il n'aura pas été exécuté. Alors, on va essayer de négocier effectivement mais on est quand même en tort. Enfin, le syndicat est en tort puisqu'il n'y a pas eu de résiliation. Voilà le type d'événement qu'on peut avoir sur une copropriété. Alors, ça, c'est sur une petite copropriété de 36 lots. Sur une de 500, je peux vous dire que c'est sûr que ça y est. Vous devez avoir ce cas de figure, mais ça se voit moins parce qu'effectivement, il y a trop de contrats, etc., et qu'on ne vérifie pas tout en général. Après, il y a le respect du règlement. Alors ça, c'est l'autre problème des syndics, c'est que souvent, alors, il y a deux problèmes. D'abord, est-ce qu'ils ont tous les éléments quand ils reprennent? Le transfert des archives entre deux syndics, c'est une grande épopée. Je peux vous dire qu'on n'a toujours pas résolu le problème et c'est une vraie catastrophe. Alors, plus on est gros, plus c'est compliqué parce que plus les archives sont importantes. Et quand on fait un bordereau de transmission des archives pour une copropriété qui a 2 ans ou pour une copropriété qui fait 4 lots, à la limite, ça, c'est une page. Quand vous avez une copropriété qui existe depuis les années 60, qui a 500 lots, là, vos archives, c'est un semi-remorque carrément. Donc, c'est impossible de vérifier la bordereau qui fait 15 pages ou 20 pages et d'aller vérifier si dans les cartons, il y a bien effectivement les dossiers qui sont mentionnés. Et pour l'avoir fait moi, effectivement, dans ce genre de copropriété, souvent, le syndic fait appel à des archivistes, des sociétés d'archives, auxquelles il envoie les archives, ce qu'on appelle dormantes, c'est-à-dire celles qui sont très anciennes et qu'on ne sort jamais parce qu'il n'y a pas d'utilité, et puis les archives actives, c'est-à-dire celles qu'on est susceptible d'utiliser parce que, par exemple, les travaux sont encore en cours ou la garantie décennale court encore, et là, il faut qu'on le garde sous la main parce qu'on a besoin éventuellement de faire appel à la décennale. Donc, il y a des dossiers qui partent chez l'archiviste et il y a des dossiers qui restent. Ben, ce n'est pas plus facile à contrôler quand on récupère les archives. Parce qu'effectivement, l'archiviste, lui, a bien ses archives telles qu'elles ont été déposées. Bon, en général, ils font bien leur travail. ProArchive fait bien son travail parce qu'ils scannent tous les documents et vous pouvez les voir en ligne. Vous n'avez pas besoin d'appeler le papier et d'aller chercher le papier pour l'avoir. Vous avez l'historique des archives en ligne et vous pouvez les consulter en ligne. Par contre, ce n'est pas le cas des autres concurrents comme Rhenus, qui lui stocke les documents en papier. Donc, il a des cartons chez lui, des montagnes de cartons. Et quand vous lui demandez quelque chose, il va chercher dans le carton la pièce que vous êtes susceptible de trouver dedans. Donc, pour ma part, alors, les syndics, quand ils le font, ils mettent dans les cartons, mais on ne trouve jamais dans le carton ce qui est marqué sur l'étiquette. Pour ma part, quand j'envoie des archives chez Rhenus, chez ProArchive, la question ne se pose pas, ils scannent, mais chez Rhenus, je fais mettre le contenu détaillé de toutes les pièces, c'est-à-dire de tous les documents, donc ça prend du temps, sur le dossier papier et en même temps sur le bordereau d'archives. Comme ça, si on en a besoin, on regarde dans le bordereau d'archives, il y a le numéro du dossier, il y a le numéro de la fiche intérieure et il y a le nombre de pièces et la nature des pièces qui ont été déposées. Mais c'est un travail de titan, par contre. Donc, je ne suis pas sûre que tous les syndics s'amusent à faire ça. Donc, le respect du règlement, ça passe déjà par avoir un règlement. Donc, première chose, il faut le retrouver dans les archives et il faut l'avoir. Comme je vous disais, si vous avez un extranet, stockez-le, ça fera déjà une information supplémentaire. Après, on a des questions de répartition. Quand on récupère une comptabilité, il y a des répartitions qui ont déjà été pratiquées. Alors, souvent, ce que font les syndics, c'est qu'ils repartent de l'ancien appel et ils refont le nouveau sur la base de l'ancien. Dans 80% des cas, ça ne pose pas de problème parce que l'ancien était bon et il n'y a pas de difficulté. Par contre, pour tout le reste, il y a en fait des cas de figure complètement différents. Si vous n'avez pas le règlement de copropriété, ça va être compliqué à vérifier. Par exemple, vous pouvez avoir une copropriété qui a 1000 lots et les répartitions se font sur 999. Alors, ça a l'air de rien, mais un tantième de moins cumulé sur 5 ans, ça peut faire des sommes. Or, pour vérifier qui n'a pas son bon tantième, il vous faut le règlement de copropriété. Donc là, si vous ne l'avez pas disponible, ça pose un problème de vérification et de reprise. Après, vous avez l'autre cas de figure, c'est que
le règlement n'a jamais existé ou il a été perdu. Moi, j'ai le cas d'un syndic bénévole qui est décédé. Alors, ce n'est pas déménagé parce qu'on peut le retrouver, mais qui est décédé et les héritiers ont distribué carrément ce qui se trouvait dans l'appartement de manière totalement hétérogène et surtout, ils l'ont distribué à des personnes qui n'étaient pas forcément compétentes pour les avoir. Par exemple, les archives de la copropriété ont été distribuées et délivrées au président du conseil syndical. Alors, ce président n'était pas actif, donc qu'est-ce qu'il en a fait? On n'en sait rien, parce que lui-même, ne sait même pas ce qu'il en a fait. Autrement dit, il faut en revenir au bureau des hypothèques pour aller retrouver le règlement avant de pouvoir vérifier la répartition. Donc, c'est quand même assez compliqué. Et après, vous avez le cas des répartitions antérieures qui n'étaient pas bonnes, parce que je rappelle que quand on vote les comptes, on vote le budget, on vote les budgets N+1, N+3, N+2, mais on ne vote pas les répartitions. C'est-à-dire que les répartitions, vous pouvez revenir dessus sur 5 ans si elles ne sont pas conformes au règlement. Et s'il y a une malversation, par exemple, j'ai le cas d'un copropriétaire, d'une SCI, qui s'est fait appeler et répartir des lots qui n'existaient pas. Là, j'invente rien, c'est la réalité. Il a contesté en justice des numéros de lots qui n'existaient pas. Donc là, il n'y a pas de prescription, puisqu'il y a un vice caché, il y a une information qui a été cachée et qui n'est pas légale. Donc, dès qu'il y a une illégalité, votre prescription de 5 ans ne tient plus. Vous pouvez revenir au-delà des 5 ans, avec toutes les difficultés que ça va avoir pour les autres copropriétaires, puisque qui dit répartition et remboursement d'un copropriétaire il y a plus de 10 ans, ça veut dire que cette somme, il faudra que les copropriétaires existants au moment du jugement se la répartissent et la payent de leur poche. Après, à eux d'attaquer le syndic de l'époque, s'il existe encore, pour demander à son assurance de rembourser effectivement les sommes en question. Et là, c'est du vécu, puisque vous avez un de nos adhérents qui, aujourd'hui, le syndicat a été condamné à rembourser, je ne sais plus, 3 000 ou 4 000 euros à un copropriétaire. Et ces 4 000 euros, le syndic les répartit auprès des copropriétaires actuels, qui n'étaient peut-être même pas là à l'époque. Donc, ils sont en train de payer l'erreur d'un syndic antérieur et de copropriétaires qui n'ont pas fait le contrôle des comptes. Parce qu'un contrôle de conseil syndical aurait peut-être permis de détecter l'anomalie. Donc là, le syndicat a été condamné pour 2 raisons. D'abord, parce que le conseil syndical n'avait pas vérifié les comptes et ne s'était pas aperçu qu'il y avait des comptes fictifs, des lots fictifs. Et deuxièmement, parce que le syndic a fait une erreur, mais que le conseil syndical ne l'a pas corrigé a posteriori. Donc voilà, respect du règlement, ça passe par le respect des répartitions qui ne sont jamais votées et donc non prescrites. Et ça veut dire que le conseil syndical, quand il fait ses contrôles, il faut qu'il vérifie aussi le nombre de lots et les numéros des lots, parce que ça peut relever de sa responsabilité aussi. Donc là, je ne sais pas ce qui va se passer dans cette copropriété-là, mais ce qui est sûr, c'est que les copropriétaires ont le droit, d'une part, de demander au syndic de l'époque de lancer son assurance garantie financière pour compenser, et s'il n'existe plus, ils ont le droit, effectivement, de demander au syndic actuel, parce que c'était dans ses compétences aussi de vérifier, parce qu'il a continué à utiliser les lots fictifs, donc de sa assurance, sa garantie financière, de prendre en charge la totalité de la somme. Donc, en tous les cas, il va falloir qu'ils changent de syndic, parce que s'ils demandent à leur syndic de prendre en charge cette somme, ça va peut-être durcir un peu les relations entre syndic et copropriétaire. Donc, le mieux, c'est carrément de se séparer du syndic avant de demander le remboursement auprès de son assurance. Sachant que, de toute façon, il est garanti. Quand il vous présente son contrat, il présente une assurance responsabilité civile et il présente aussi une garantie financière. Donc, vous pourriez le garder et de la même manière lui demander le remboursement de ces 4 000 euros auprès de son assurance. C'est tout à fait faisable. Et, qui plus est, les copropriétaires non membres du conseil syndical pourraient aussi attaquer, si ça ne marche pas, les membres du conseil syndical qui étaient là à l'époque pour non-vérification des comptes. C'est pour ça qu'on a besoin d'une assurance juridique quand on est au conseil syndical, et c'est pour ça que dans l'adhésion de la NCC, on a prévu les 2 assurances. L'une pour la responsabilité civile, pour ce type de problème, et l'autre en protection juridique pénale, au cas où vous seriez agressé physiquement ou, je dirais, oralement, par un copropriétaire, parce que vous avez une mission, et que dans certains cas, ça peut conduire effectivement à une agression verbale ou physique.